On a décidé de mettre en place Scrum. Je serai PO. Avant de se lancer, il y a un truc que je comprends pas, que j'arrive pas vraiment à me projeter. Quand et comment est-ce qu'on intègre les fameux feedbacks des parties prenantes dans le sprint? Il n'y a pas de pause entre les sprints. Alors, à quel moment on se pose pour traiter les feedbacks de la sprint review en vue du prochain sprint planning? Moi, je sais pas. Cette interrogation est bien normale quand on débute. Et clairement, la réponse, elle n'est pas écrite de manière claire, évidente, en gros, dans le Scrum Guide. Alors, on y répond aujourd'hui dans cette vidéo. Cette question, elle nous vient du forum de Scrum Life. C'est Nicolas qui a partagé son contexte et ses enjeux. Merci Nicolas. Le forum de Scrum Life, c'est là où se retrouve toute la communauté pour partager et échanger de ces problématiques et puis aussi pour grandir ensemble. Alors toi aussi, rejoins-nous sur le forum. C'est gratuit et c'est sur scrumlife.tv/communauté. Revenons sur le cadre de la question et commençons par confirmer que oui, en effet, du moins si on fait du Scrum by the book, bien sûr. Donc oui, en Scrum, il n'y a pas de pause entre les sprints. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de temps dans l'enchaînement de fin et de début de sprint. Alors modulo quand même, juste le temps de souffler un peu, bien entendu, prendre une pause café entre deux réunions par exemple, ou encore rentrer chez soi le soir pour reprendre le lendemain matin. Et donc il n'y a pas vraiment de temps dans l'enchaînement entre la sprint review, puis la sprint rétrospective, et enfin la sprint planning du sprint suivant. Mais alors, quand et comment est-ce qu'on intègre les feedbacks des parties prenantes dans le processus Scrum? Je reformule de manière encore plus concrète. Quand et comment on intègre le feedback collecté en sprint review pour l'utiliser en sprint planning? Et la question est pertinente, vu que c'est juste après. Comment on fait? Pour répondre, et toujours en restant uniquement sur les éléments du Scrum Guide, il est important de noter la durée de la timebox des différents événements Scrum. Ainsi, pour un sprint d'un mois, le Scrum Guide nous parle de 4 heures pour la durée maximale de la sprint review et de 8 heures pour la durée maximale de la sprint planning. Le Scrum Guide précise aussi que pour des sprints plus courts, la durée est généralement plus courte. Alors, à la louche, en appliquant la règle de 3, et ça correspond généralement assez bien à notre expérience, ça voudrait dire que pour un sprint de 2 semaines, ce n'est pas déconnant de faire une review de 2 heures et un planning de 4 heures. Et pour un sprint d'une semaine, de faire une review d'1 heure et un planning de 2 heures. Tout ça pour dire que concrètement, une sprint review, ça peut être potentiellement long. Et pareil, un sprint planning, ça peut être long aussi, si c'est utile. Attention, on parle toujours de timebox, c'est un temps maximum qu'on veut investir. Mais on peut terminer avant, et c'est ok, même bienvenu, si l'objectif est atteint. Pourquoi on insiste ainsi sur la durée de ces événements? Tout simplement pour dire que pendant une sprint review qui se déroule bien, on a le temps de collecter le feedback. Et de la même façon, en sprint planning, on a le temps d'échanger directement des feedbacks qu'il faudrait actionner immédiatement. Maintenant, ces réponses peuvent être simplistes selon ton contexte. Penchons-nous sur l'écosystème de ton équipe. En effet, selon ce dernier, Scrum peut avoir plusieurs saveurs, si je puis dire. En particulier, ça va dépendre de tes parties prenantes. On aime bien considérer qu'il y a 2 grands types de parties prenantes. Tout d'abord, les utilisateurs et deuxièmement, les sponsors. Un utilisateur ou une utilisatrice, elle ou il donne du feedback. Feedback ô combien précieux, mais ils ne décident de rien. Éventuellement, leur feedback pourrait remettre en question la direction que prend le produit, notamment au travers de la vision produit. Mais ce lien n'est pas direct. C'est l'équipe qui mène ce travail de mise à jour de la vision produit, aiguillée par les feedbacks des utilisateurs. L'utilisateur ne décide pas directement. Et tout feedback utilisateur se doit toujours d'être filtré, interprété, remis dans son contexte. Si tu veux creuser un peu plus spécifiquement ce sujet-là, je t'invite à regarder une précédente vidéo où justement on parlait du client roi. On vient de voir quelle est la dynamique qu'on s'attend à avoir pour les utilisateurs. À l'inverse, le rôle d'un ou d'une sponsor est très différent. L'équipe
co-construit la vision du produit avec les sponsors et elle se réaligne en continu avec les sponsors. À minima, ce réalignement a lieu régulièrement via la sprint review. Les sponsors ont donc un rôle miroir des utilisateurs. Ils ne donnent pas de feedback, mais ils ont par contre un rôle clé dans la gouvernance de l'équipe en posant un cadre clair au produit. Concrètement, quels sont les enjeux de ce produit ? Quels sont les enjeux qui justifient l'existence de ce produit et par extension, l'existence de l'équipe ? Maintenant que cette distinction est faite entre utilisateurs et sponsors, regardons justement le contexte de l'équipe Scrum au travers de ses parties prenantes. Quand globalement les utilisateurs sont les sponsors, quand ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois utilisateurs et sponsors, ce qui induit en général qu'on n'a qu'une poignée de parties prenantes. Alors, dans ce cas de figure, appliquer Scrum sans trop se poser de questions, ça marche bien. On se voit en sprint review, on se dit des choses, et puis on en tient compte en sprint planning. Et comme la sprint review et la sprint planning sont suffisamment longues, ça se passe très bien. Mais on n'est pas toujours dans cette situation. Dans la situation où ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont utilisateurs et sponsors. Et ça, d'autant plus quand on a un grand nombre d'utilisateurs. Dans ce cas-là, ça impacte profondément la dynamique de Scrum et en particulier de la sprint review. Ça a alors peu de sens de faire une sprint review qui s'adresse simultanément aux deux types de parties prenantes. Concentrons-nous sur ce cas de figure, qui est à la fois souvent proche de la réalité, mais aussi tout simplement moins évident à mettre en place en se basant uniquement sur le Scrum Guide sans expérience. Comment faire quand les parties prenantes de l'équipe sont constituées d'un côté des utilisateurs et de l'autre des sponsors? Concrètement, l'idée va être de considérer avant tout la sprint review comme une réunion de pilotage. Elle aura donc lieu avant tout avec les sponsors. Et autant que possible, on y amènera des éléments de feedback qui serviront de base justement aux échanges avec les sponsors. Attention, on parle là d'amener du vrai feedback. Oui, du feedback qui vient des vrais utilisateurs, idéalement même des feedbacks qui viendraient de leur vrai usage. On tire là les ficelles du product management, en se posant la question de comment collecter à la fois du feedback qualitatif, quali, mais aussi du quantitatif, du quanti. Ok, mais alors comment justement on collecte ce feedback ? On continue dans le sprint. Et oui, en fait, ça fait partie du travail. On doit aller au bout des choses pendant le sprint, pas juste livrer, mais bien collecter le feedback de l'utilisateur. Car à la fin du sprint, en sprint review, c'est trop tard pour agir grâce à ces feedbacks. Il faut le faire avant la fin du sprint. Pour revenir à la question du jour, on a donc potentiellement du temps en amont de la sprint review pour collecter et rendre actionnables les feedbacks des utilisateurs. Le but étant de pouvoir réellement en échanger pendant la sprint review. En particulier, en sprint review, on va inspecter la progression vers le product goal, vers l'objectif produit. Les feedbacks utilisateurs permettent justement à l'équipe de déterminer collégialement avec les sponsors si on a suffisamment atteint le product goal et si on doit en changer ou non. Ainsi bien sûr qu'à adapter la direction que prend le produit. Par exemple, en décidant s'il faut continuer à expérimenter pour trouver une meilleure solution que celle qu'on a eue, ou s'il faut mieux changer de problème à résoudre. Et là, tu te demandes peut-être, et la démo alors ? Le Scrum Guide n'en fait aucune mention. Dans le Scrum Guide, il dit que l'objectif de la sprint review est d'inspecter le résultat du sprint et de déterminer les adaptations futures. Résultat, outcome en anglais. Selon le contexte, ça pourrait être une démo, mais en fait, c'est rarement le cas. La démo, c'est pour les utilisateurs, au fil de l'eau, pendant le sprint. Le Scrum Guide explique tout aussi clairement que la sprint review est une session de travail et la Scrum Team doit éviter de la limiter à une session de présentation. Donc, pour les sponsors, ce qu'il leur faut, ce sont les feedbacks utilisateurs, les données d'usage, des indicateurs métiers. C'est ça le résultat du sprint. Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life. Clique ici pour le rejoindre ou va sur scrumlife.tv/communauté. On a expliqué que la sprint review variait dans sa forme en fonction des parties prenantes. Et bien justement, qui sont ces parties prenantes et plus précisément, lesquelles invite-t-on en sprint review ? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Ciao !
j'ai fait tomber mon téléphone.